Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire dédié aux membres des clubs ISO 50001 de la région Grand Est. L'objet de ce webinaire, c'est l'intégration de l'énergie dans vos cahiers des charges. C'est un webinaire, donc, comme je le disais juste avant, qui est réservé aux membres des clubs énergie et surtout ISO 50001 et qui a pour but de relancer la dynamique qui a été un petit peu perdu du fait de la situation sanitaire. On va reprendre l'activité des clubs au deuxième semestre de cette année. Et voilà, cet événement vous est dédié pour relancer la dynamique à ce niveau-là. Donc, je vais tout de suite laisser la parole à Adrien Blanc du bureau d'études OID qui va vous présenter plus en détail comment intégrer l'énergie dans vos critères d'achat. Adrien, hop, je vous Ah oui. On a juste un sondage avant de commencer qui va vous être diffusé. La question est la suivante, c'est, je ne le vois pas. Oui. Est-ce que l'efficacité énergétique, est un facteur de décision lors de votre processus d'achat d'un équipement? Voilà, je vous laisse quelques instants pour répondre et après je passerai la main à Adrien. Hop, ouais. Encore quelques instants pour répondre. Hop, ben, on, on peut s'arrêter là peut-être. On a à peu près 80-20 de oui. Voilà, c'est un critère que manifestement la majorité d'entre vous prennent en compte. Maintenant, Adrien va vous présenter comment faire ça au mieux en vous faisant quelques retours d'expérience. Donc je lui laisse la main. Hop. Merci. Donc normalement c'est bon, vous pouvez partager votre écran. Est-ce que c'est bien le bon qui s'affiche? Non, là c'est le mode Ah, présentateur. Voilà, c'est bon. Hop. ouais. Bon, bonjour à tous. Du coup, je suis content d'être avec vous ce matin pour vous parler de cette thématique achat qui est un levier de performance dans l'ISO 50001, mais qui est également parfois difficile à aborder en profondeur, au-delà des choses les plus basiques que l'on peut faire pour commencer à prendre en compte ces critères achats. Donc, je vais commencer par me présenter rapidement OID, et ensuite on rentrera dans le vif du sujet pour voir comment faire de cette thématique conception achat quelque chose qui fonctionne vraiment bien et qui permet d'améliorer la performance énergétique de vos systèmes de management. En introduction, donc, je suis Adrien Blanc, le cofondateur du cabinet OID Consultant. On est basé à Lyon et on intervient un peu partout en France, donc depuis une douzaine d'années. Nos thématiques d'action sont l'énergie et les déchets. Moi, je m'occupe particulièrement de la partie énergie et donc c'est pour ça que j'ai le plaisir d'être avec vous ce matin. Sur l'ISO 50001, on accompagne des entreprises depuis que la norme a été éditée, la première version. Donc ça va bientôt faire 10 ans. On a participé à de nombreuses opérations collectives, dont une en Alsace, et j'ai pu voir que certaines des entreprises que l'on a accompagnées sont présentes à ce webinaire. Voilà. Et quelques références, c'est surtout pour montrer que ce dont on va parler aujourd'hui s'applique à tout type d'entreprise, que ce soit des grands groupes, des entreprises plutôt de services ou du tertiaire comme Intermarché ou l'Opéra du Lyon. Quel que soit l'activité, le système de management ISO 50001 peut être adapté et produire des résultats. À partir du moment où on consomme de l'énergie, on peut s'intéresser à ces questions de performance énergétique et donc par extension aux questions d'aujourd'hui qui sont sur l'achat et la conception. Donc l'achat et la conception, je trouve que c'est une partie qui est souvent peu traitée
Quand je dis peu traitée, ça ne veut pas dire qu'elle est pas traitée ou pas conforme à la norme, mais je trouve qu'il y a un retard de maturité des entreprises sur cette partie par rapport à d'autres parties qui sont plus techniques, qui sont plus liées à la revue énergétique ou alors au pilotage des équipements, à la sensibilisation. Donc, la partie achat est souvent jugée conforme lors des audits. C'est pas une partie qui pose beaucoup de problèmes, mais elle est, à mon avis, sous-exploitée par rapport à l'ambition de la norme sur ces parties-là. Et surtout, ben, parfois, on voit des projets qui se font avec des opportunités manquées d'amélioration de la performance énergétique. Donc ça, c'est dommage. Et justement, à la fin de la présentation sur les retours d'expérience, je vous raconterai des projets qui sont des succès et des projets qui ont été des opportunités manquées pour montrer où sont les points à mettre sous surveillance pour avoir la meilleure performance possible. Donc pourquoi ça peut coincer sur cette partie, c'est que les achats conception peuvent ne pas être la responsabilité de l'équipe énergie. Dans l'entreprise, on peut avoir une équipe énergie très moteur, mais si c'est pas elle qui s'occupe des achats et de la conception, ou alors pas sur la totalité des achats conception, on peut avoir des personnes qui vont se passer des projets ou s'en occuper de manière moins poussée, on va dire, sur les critères achat conception. Il peut aussi y avoir un manque de collaboration des fournisseurs. Les fournisseurs sont souvent habitués à répondre à des consultations avec des solutions clés en main moins chères pour qu'elles puissent, le moins cher possible pour qu'elles puissent être validées. Et donc, si on n'a pas une collaboration forte avec ces fournisseurs, on peut ne pas être au courant des meilleures technologies disponibles et donc financer des solutions peut-être plus chères initialement, mais qui vont avoir un temps de retour sur investissement. On peut aussi avoir l'effet inverse, c'est-à-dire des super solutions, mais pas de soutien de la direction pour les financer. Et enfin, bah, cette partie, elle est plus difficile à évaluer en audit, parce que quand on audite ces parties-là, on ne peut pas être au courant de l'ensemble des projets qui ont été faits. Donc, si l'entreprise ne s'en parle pas, on ne peut pas identifier des points, des opportunités manquées ou des points qui auraient pu être améliorés dans le processus. C'est peut-être aussi pour ça que cette partie-là pose moins de problèmes en termes de non-conformité, puisque l'entreprise va montrer à l'auditeur les procédures qu'elle a mises en place et quelques fois où ça puisse bien se passer. Si l'auditeur n'est pas spécialisé dans les technologies achetées ou ne tombe pas sur un projet qui a été un peu fait à minima, c'est difficile de le voir. Mais par contre, j'insiste pour dire que cette partie est un vrai levier de performance énergétique. C'est quand on change un équipement, on le fait pas tous les jours. Donc, quand on le fait, c'est vraiment le moment de faire un saut technologique et des économies pendant les 10, 15 ou 20 ans à venir, la durée de vie de l'équipement. Si on rate l'occasion maintenant, ben en fait, on rate l'occasion pour 10 ou 15 ans. Et donc, c'est vraiment dommage. C'est aussi un levier puisque ça fait des sauts d'un coup dans la performance, là où le reste des actions du système, comme la sensibilisation, le pilotage, sont des actions de tous les jours d'amélioration continue. Là, on a l'occasion de faire un bond d'un coup dans la performance énergétique. Les fournisseurs, quand on arrive à bien échanger avec eux et à les mettre en confiance sur le fait qu'on leur demande pas de travailler pour rien en faisant un peu plus que d'habitude une réflexion sur la solution qu'ils nous proposent, ensuite ils prennent l'habitude et vont être vraiment force de proposition et proposer des technologies nouvelles ou vraiment adaptées à ce qu'on fait. Et donc, on lie une relation de long terme et de confiance avec les fournisseurs qui va beaucoup aider sur tous les projets. Donc ça, c'est très important également. Donc, pour aborder ce sujet, je vous propose de le faire en 3 points. Le premier point, c'est sur que dit la norme ISO 50001, donc version 2018 sur ces thématiques-là. Donc, rappeler la différence entre achat et conception, les points de vigilance. Donc, à chaque fois, je rappellerai les points de la norme et mon analyse sur ces points-là.
et les personnes et services concernés. Ensuite, on verra des astuces pour la mise en place de ces exigences et des retours d'expérience. Donc, je vous montrerai quelques documents anonymisés que j'aime bien et quelques organisations que je trouve efficaces. Je vous parlerai d'occasions manquées et d'exemples de succès. Et enfin, on conclura ce webinaire par 10-15 minutes d'échange entre nous pour que chacun puisse poser ses questions et creuser les points qui ne l'auraient pas été précédemment. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, on a un deuxième sondage à vous faire passer. Donc la question du sondage, c'est est-ce que la question des achats a été problématique lors de votre audit de certification, c'est-à-dire est-ce que vous avez eu des non-conformités sur ce point ou etc. Voilà. Donc on vous laisse pareil quelques instants pour répondre avant de clôturer le sondage. Voilà, encore une dizaine de secondes. Je pense qu'on peut conclure. Donc, on a 54% de non et 46% de oui, donc quasi 50-50. Hop, donc voilà sur la problématique des achats, enfin de l'énergie dans les achats. D'accord, Adrien, je vous remercie pour, je vous remercie pour ce sondage. Donc, ça permet de nuancer le point que je viens d'évoquer. Donc, c'est un peu plus problématique dans ce groupe que dans ce que j'ai l'habitude de voir lors de mes accompagnements, puisqu'on est presque à 50-50 sur cette thématique-là qui pose problème lors de l'audit. Donc, raison de plus de creuser le sujet lors de ce webinaire ce matin. Donc sur la norme, on va regarder les exigences et puis vous donner ma vision de chacun de ces points-là. Donc on va commencer par rappeler la différence entre la conception et les achats. Donc conception, la norme, donc c'est un extrait que j'ai repris, donc dit que lors de la conception d'installation d'équipements de systèmes, de procédés consommateurs d'énergie, donc là les mots-clés c'est nouveau, modifié ou rénové. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que conception, ça concerne les nouveaux équipements et les gros changements. Donc, par exemple, on modifie un procédé industriel, on construit un nouveau bâtiment, on fait la réflexion d'un open space. Voilà, donc c'est un gros changement où on va faire beaucoup de travaux différents. Et là, l'idée, c'est de se poser avant de commencer à rédiger les cahiers des charges et de lancer les travaux pour intégrer l'énergie le plus tôt possible dans la réflexion, voir les interactions que notre projet va avoir avec le reste de nos consommations et prévoir tout cela bien en amont du lancement du projet. Au même titre que si on modifie un procédé industriel, on va le faire parce qu'on a des enjeux de productivité, des enjeux de peut-être un nouveau produit à fabriquer. Et tous ces enjeux-là, on les prend très en amont dans la définition des besoins que le process industriel devra tenir en termes de cadence, de qualité, de sécurité, de productivité. L'idée, c'est de prendre l'énergie en compte à ce moment-là, le plus tôt possible pour pouvoir identifier un maximum d'opportunités d'amélioration. Les achats, d'un autre côté, c'est un peu plus au quotidien. Donc, les achats, la norme dit lors de l'achat de produits, équipements et services consommateurs d'énergie. Donc là, j'insiste beaucoup sur le terme et services, puisque en fait, on pense à ce point-là quand on va acheter, je sais pas moi, on achète des nouvelles ampoules pour remplacer celles qui ont grillé. On va tout de suite voir que ça peut avoir un impact énergétique. S'il y a une pompe qui a lâché et qu'on doit la remplacer, on peut se poser la question du rendement du moteur de la nouvelle pompe. Ça, c'est plus naturel que le côté et service,
Pourtant, ce point-là est également très important puisque lors de l'achat de services, on a aussi des opportunités d'amélioration de la performance énergétique. Donc, je pense à un contrat de prestation de ménage, par exemple, qui a priori ne consomme pas d'énergie. Ça peut être aussi l'occasion de mettre une clause dans le contrat pour que le personnel de ménage soit responsable de l'extinction d'un certain nombre d'éclairages ou de systèmes de chauffage lors de son intervention, ou alors remonte les dysfonctionnements. Donc la notion de service est importante aussi, et c'est vraiment l'idée de se dire, en fait, dès que j'achète quelque chose, je me demande si je peux pas transformer cet achat en opportunité d'amélioration de la performance énergétique. Comme autre exemple plus classique, on peut avoir le changement d'une moteur d'une pompe, un changement de filtre sur des centrales de traitement d'air, des CTA, où on peut avoir des filtres de différentes classes et de différentes performances. On va voir dans les pages suivantes que les exigences de la norme sont assez similaires sur les 2 points, mais elles concernent donc des situations qui sont différentes. On commence dans l'ordre de la norme par la conception. Donc la conception, tout ce que vous avez à gauche en couleur sombre, c'est des citations de la norme, et à droite, je vous mettrai mon interprétation et les points clés selon moi à respecter. Donc la norme nous demande de prendre en considération les opportunités d'amélioration de la performance énergétique. Donc là, on est bien sur une prise en compte, donc ça veut dire une réflexion en amont de quelles sont ces opportunités d'amélioration de la performance énergétique. Et pour ça, il y a plusieurs solutions, mais la meilleure solution, c'est d'avoir des échanges réguliers avec ses fournisseurs et de les challenger pour qu'ils proposent des options, en option des technologies qui sont peut-être un peu plus chères, mais qui seront plus performantes. Il y a aussi un point important, c'est de s'informer, soit via sa fédération professionnelle, soit en assistant à des salons, soit en faisant des benchmarks sur différents sites si l'entreprise appartient à un groupe, mais de s'informer de toutes les meilleures technologies disponibles qui ont pu être testées sur d'autres sites pour pouvoir évaluer ces technologies-là dans nos projets. Si on ne les connaît pas forcément et que on ne pourra pas les installer, si on ne les connaît pas et qu'on ne challenge pas ses fournisseurs, on va fera l'analyse énergétique sur différentes solutions qui nous sont proposées, mais les meilleures solutions peuvent être absentes. Donc, prendre en compte les opportunités d'amélioration de la performance énergétique, ça c'est en général fait ou au moins partiellement fait par les entreprises que j'ai l'habitude d'accompagner. Le deuxième point l'est peut-être un peu moins, puisque le deuxième point concerne la prise en compte des éléments de contrôle opérationnel dès le début du projet, donc en phase de conception. On va aussi se demander comment on va pouvoir piloter, contrôler, enfin, en gros, exploiter cet équipement de la meilleure façon possible durant toute sa durée de vie. Donc là, on va parler GTC, pilotage à distance. C'est très important de prévoir tous ces équipements de pilotage et de contrôle dès le début, puisque le faire a posteriori, c'est coûteux. Ça, c'est plus coûteux. Et là, c'est le moment en fait de se poser les questions, de dire qu'est-ce que je vais avoir besoin de piloter. Est-ce que, par exemple, pouvoir éteindre cet équipement à distance serait un plus en termes d'économie d'énergie, de performance énergétique et de gestion, exploitation au quotidien. C'est aussi penser à la maintenance et à l'exploitation, mais aussi aux interactions avec les autres procédés industriels. Là, l'erreur à pas faire, et celle dont on va parler dans les exemples, c'est de considérer ces projets indépendamment du reste du site. Et dans ce cas-là, on se retrouve avec des solutions clés en main qui peuvent très bien fonctionner pour le process qu'on est en train de construire, mais on rate des opportunités de mutualisation d'énergie, de récupération de chaleur pour alimenter un autre process que l'on a. Donc, c'est bien penser à ça dès le début et aussi penser à comment on va conduire ces équipements. Donc, un exemple très simple, quand on conçoit un nouveau procédé, si on se pose les questions de se dire quelles seront les procédures d'arrêt-usine, qu'est-ce que je vais demander aux opérateurs de faire pour allumer l'équipement de manière performante, mais aussi pour l'éteindre en fin de poste,
Et on peut, par exemple, penser aux vannes d'air comprimées et les positionner dans le projet à des endroits accessibles. En fait, penser à la vie de l'équipement permet d'avoir des astuces bien faites dès le début qui amélioreront la performance énergétique au cours de la vie de l'équipement. Donc ça, on doit le faire lors de la conception d'installations, équipements, systèmes et procédés consommateurs d'énergie et pouvant avoir un impact sur la performance énergétique pendant la durée de vie fonctionnement prévu ou attendu. Et c'est là que je rappelle que c'est le moment clé pour le faire, puisque si on ne se pose pas ces questions maintenant, l'équipement va avoir une durée de vie d'une quinzaine d'années ou 20 ans, et donc on rate l'opportunité pour un long moment. Là, ça me permet aussi d'insister sur le rôle fondamental du tableau des potentiels d'amélioration. Ce tableau, son but, en fait, c'est de ne pas perdre la connaissance et les analyses que l'on a pu faire précédemment. Je vous donne un exemple. S'il y a 5 ans, on avait déjà remplacé un groupe froid et qu'on doit le refaire aujourd'hui, il y a 5 ans, on a pu peut-être challenger nos fournisseurs, faire des études comparatives, trouver une liste de technologies très performantes, comme je sais pas, des compresseurs à vitesse variable, du free cooling, des choses comme ça, et puis peut-être décider de ne pas les mettre en place il y a 5 ans parce que le temps de retour sur investissement était trop long. Si on ne consigne pas dans le tableau des potentiels d'amélioration ces réflexions et ces idées qu'on a eues il y a 5 ans, en fait, aujourd'hui, quand on refait un projet similaire, on repart de zéro. Donc, le tableau des potentiels, c'est vraiment de se dire, je sais que cette technologie-là est une bonne idée, mais je ne l'ai pas mise en place parce qu'elle était trop coûteuse, trop compliquée, pas assez fiable, peu importe la raison. Et comme je la consigne dans mon tableau des potentiels, au moment où j'ai un projet similaire qui se représente, je vais à nouveau l'étudier et mettre à jour les coûts d'investissement, les technologies. Et peut-être que en 5 ans, le prix a suffisamment baissé pour que cette fois-ci, je décide de la mettre en place. Sur la norme, toujours sur la conception, on a 2 points restants. Donc, les résultats de la prise en considération de la performance énergétique doivent être intégrés dans le cahier des charges, ainsi que les activités de conception et les achats. Donc ça, c'est une condition qui est nécessaire, évidemment, mais pas suffisante. En fait, je vois souvent des clauses très génériques dans les cahiers des charges du type nous sommes certifiés QSEV, donc nous allons demander à nos fournisseurs de nous proposer les meilleures solutions qu'ils ont en magasin. Donc si on se contente de ça, ben, c'est laisser au bon vouloir du fournisseur de le faire ou pas. Et les fournisseurs sont un peu frileux pour faire ce genre de choses car ils savent qu'ensuite, s'ils le font, ils vont être plus chers et ils ont peur de perdre le contrat à cause de ça. Donc c'est vraiment une relation de confiance qu'il faut construire avec le fournisseur, mais aussi c'est à nous, celui qui rédige le cahier des charges, d'être proactif et d'exiger au minimum un certain nombre de choses, ou alors de les demander en option, en plus de demander des propositions qui sont pas dans le cahier des charges. Donc il faut vraiment avoir une connaissance de ce qu'on est en train de concevoir ou d'acheter pour demander minimum certaines choses en option d'autres technologies qu'on a pu voir et laisser le fournisseur compléter s'il le souhaite. Donc ça, c'était très important d'avoir des échanges avec ses fournisseurs pour ça, mais aussi de benchmarker d'autres sites similaires, de se rendre à des salons, de se renseigner sur son métier et les meilleures technologies associées. Donc on doit conserver les informations documentées de ces activités-là. Donc ça, pourquoi documenter? Ben, il y a plusieurs raisons. La première, c'est pour le montrer à l'auditeur qu'on l'a bien fait. Mais ça permet d'avoir un bon score lors de l'audit de certification, mais ça va pas changer la performance énergétique. Par contre, le fait de documenter, ça nous permet des choses qui sont importantes d'un point de vue performance énergétique, comme vérifier a posteriori que la performance de l'action elle est bien au rendez-vous par rapport à ce qui était prévu, justifier un futur investissement. Donc ça, c'est important parce qu'on peut montrer à la direction et aux financeurs qu'en fait, on avait proposé un projet qui coûtait peut-être un peu plus cher, qu'on avait fait une prévision énergétique qui s'est vraiment réalisée. Donc ça donnera confiance pour la prochaine fois où on fera pareil, en disant, bah, vous voyez, on l'a fait il y a 2 ans, je vous avais demandé de mettre un peu plus pour faire des économies, et là, les économies sont bien au rendez-vous. Et c'est aussi
pour le dernier point qui est très important, c'est que peut-être qu'on va décider de ne pas mettre en place cette meilleure technologie maintenant, mais si on ne documente pas toute cette analyse, ben on la perd et la prochaine fois qu'un investissement similaire se présente, on devra repartir de zéro et peut-être qu'on oubliera des choses ou en tout cas on perdra au minimum du temps. Sur la partie achat, donc la norme nous demande d'établir, mettre en œuvre des critères d'évaluation de la performance énergétique sur la durée de vie de fonctionnement prévue ou attendue lors de l'achat de produits, équipements et services consommateurs d'énergie. Donc pour faire ça, il y a un critère que j'aime bien, c'est le TCO, le Total Cost of Ownership. En gros, c'est le coût complet de possession d'un équipement. Et ça permet de juger l'équipement non pas sur son prix d'achat, mais sur son prix d'achat, de maintenance, de consommation énergétique pendant toute la durée de vie de l'équipement. Donc ça décale le débat sur le montant en bas à droite du devis. Là maintenant on va plutôt parler en montant sur 8 ans, 10 ans, sur la durée de vie de l'équipement qu'on achète. Et ça permet de montrer que peut-être il vaut mieux mettre un petit peu plus à l'achat et économiser pendant plusieurs années sur le fonctionnement de l'équipement. Donc ça, on doit le faire pour tous les équipements et services dont il est attendu qu'ils auront un impact significatif sur la performance énergétique. Donc là, c'est la vraie question, c'est comment on fait pour savoir si ça va avoir un impact significatif. On est obligé de fixer des critères pour ça, mais c'est vraiment délicat parce que si on met des critères trop hauts, on déclenche pas assez souvent l'analyse et on peut passer à côté d'achats où l'analyse aurait été pertinente. Si on le met trop bas, on va faire trop d'analyses énergétiques pour des détails. On va fatiguer les personnes qui font ces analyses-là et du coup, on prend le risque que les analyses soient bâclées ou qu'elles soient abandonnées au bout d'un moment parce que ça demande trop de temps. Donc pour ça, il faut fixer les bons critères en fonction de son activité. Il n'y a pas vraiment de solution miracle à part se poser régulièrement les questions des critères et les réajuster. Le premier critère, le premier G sera forcément pas dans le mille et donc en revue de direction ou annuellement ou plus régulièrement que ça, on peut se poser la question des critères d'achat et les réajuster. Le plus important là-dessus, c'est d'avoir un verrou qui est fiable pour s'assurer qu'aucune commande qui doit être analysée puisse être passée sans que l'analyse ait été faite. Donc ça, c'est vraiment très important. Il faut s'assurer que les critères qu'on a fixés sont efficaces et que si les critères qu'on a fixés demandent une analyse énergétique, celle-ci soit faite de manière poussée avant la passation de la commande. Et donc, du coup, on doit aussi informer les fournisseurs que la performance énergétique est un des critères d'évaluation pour les achats. Donc là, je tiens vraiment à insister sur le fait que informer ne suffit pas. Je vois quand les entreprises se lancent en ISO 50001, on fait une lettre à l'ensemble des fournisseurs pour les informer qu'on va être certifié et qu'on va attendre de leur part des propositions. Très souvent, cette lettre reste un peu lettre morte. On a peu de retours, ne serait-ce que pour accuser réception de ces consignes. Et lors des premières commandes qui suivent, on n'a pas forcément de modification par rapport au comportement habituel. Donc là, il faut informer, c'est obligatoire, la norme le demande, mais il faut aussi avoir des échanges réguliers avec eux. Il faut, pourquoi pas, leur demander de venir de temps en temps sur le site, même si on n'a pas vraiment de projet à leur passer comme commande, mais pour qu'ils donnent leur avis sur les équipements qu'on a, qu'ils proposent des solutions ou qui critiquent notre façon de travailler. Et puis, quand on passe des commandes, il faut rappeler les fournisseurs pour s'assurer que ce qu'ils nous proposent est bien la meilleure technologie disponible. Donc, quand je dis ça, j'insiste pour dire que c'est pas forcément toujours la meilleure technologie disponible qu'on va acheter. Mais l'objectif, c'est d'avoir deux devis sur la table, la solution standard et la meilleure technologie disponible pour pouvoir prendre une vraie décision entre les deux. Toujours sur les achats, on doit définir et communiquer des spécifications pour garantir la performance énergétique des équipements et des services fournis. Donc là, c'est
c'est aussi le moment de penser à la GTC, de mettre ça dans son cahier des charges pour GTC, comptage ou solution de pilotage à distance. Ça peut être aussi des simples horloges pour programmer les équipements. Mais c'est le moment de penser à tous ces points-là. Et pour l'achat d'énergie, donc sur l'achat d'énergie, c'est un point que je trouve pose plus de problèmes. Je serais preneur en fin de webinaire de vos retours sur ce point-là, puisque de mon côté, à part se concentrer sur les services associés à l'achat d'énergie, comme l'accès aux points 10 minutes électriques, des systèmes de reporting sur les consommations de gaz, je ne vois pas trop ce qu'on peut communiquer comme spécificité sur ce point-là. Donc, je vous laisserai, si vous avez des bonnes idées, les partager avec tout le monde en fin de webinaire. Donc là, on a vu les exigences de la norme sur ces deux chapitres-là qui nous intéressent aujourd'hui. Mais pour moi, il nous manque encore les facteurs clés de succès principaux, puisque là, on a vu ce qui était demandé, on a vu des astuces et des points de vigilance à traiter, mais ça ne fonctionnera que si on s'appuie vraiment sur deux piliers très importants, qui sont le leadership et l'engagement de la direction. C'est le chapitre 5 de la norme. Et une diffusion de ce message de la direction, une acceptation de ce message et la mise en place de moyens permettant de réaliser ce qui est demandé dans le chapitre 8 là qu'on vient de voir. Donc ça, c'est très important puisque tant qu'on n'a pas vraiment un leadership fort de la direction et un soutien, une diffusion du message, des exemples où ça peut fonctionner, on va avoir des problèmes d'adhésion de certaines personnes dans l'entreprise et donc les pièces du puzzle qu'on a au milieu ne vont pas forcément s'emboîter parfaitement pour atteindre les objectifs de cette partie achat. Donc c'est très important de s'appuyer sur ces deux piliers-là. On va les voir rapidement sans lister tous les points de ces piliers, mais quelques points clés selon moi là-dessus. Donc sur le 5.1, la direction doit démontrer son leadership et son engagement vis-à-vis de l'amélioration du système. Donc là, le point, c'est vraiment démontrer. Donc pour ça, il doit s'assurer que les exigences du SME sont bien intégrées au processus métier de l'organisme. C'est là qu'on retrouve le petit cadenas dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est que si on pense bien à ces questions d'achat dans les processus de l'entreprise, on peut mettre en place ces verrous pour s'assurer que la prise en compte de l'énergie est bien faite. Si on met simplement une case à cocher pour dire l'analyse énergétique a été faite avant de passer la commande, on n'a pas ce verrou et c'est pas une intégration optimale. S'assurer que les ressources requises sont disponibles. Donc, quand on parle de ressources, c'est financière, mais c'est aussi des compétences pour les gens qui vont réaliser ces achats ou cette conception. Donc, ces compétences-là sont nécessaires pour pouvoir bien évaluer les différentes solutions, mais aussi pour challenger ses fournisseurs. Et quand on parle de compétences, ça peut être des formations, mais ça peut être aussi du temps pour que ces personnes-là aient le temps de faire du benchmark sur d'autres sites, d'assister à des réunions comme celle de ce matin, mais aussi leur équivalent dans les fédérations professionnelles sur les meilleures technologies disponibles, et ainsi de suite. Communiquer sur l'importance de disposer d'un système de management efficace et de se conformer aux exigences du SME. Donc ce point-là est important parce que la direction doit communiquer que c'est bien sa décision de prendre en compte ces critères énergétiques et que c'est important de le faire. Soutenir les personnes pour qu'elles puissent vraiment contribuer à l'amélioration. Donc quand on dit soutenir, c'est s'assurer que si la personne juge nécessaire de devoir prendre 2 jours pour faire un benchmark, mais qu'elle puisse le faire, qu'elle puisse se former et avoir toutes les clés en main pour bien concevoir, exploiter et acheter. Donc soutenir les autres rôles managériaux, c'est un peu la même idée. La politique énergie comporte également des points sur les achats conception. Garantir la disponibilité de l'information et des ressources, favoriser l'achat de produits et services économes en énergie, idem sur la conception. Donc ces points, je trouve qu'en général, ils sont bien traités quand je parle de ces points, je parle de la partie leadership, ils sont bien traités dans la revue énergétique, les plans d'action, la constitution de l'équipe énergie.
le soutien de la direction sur la conduite de ces plans d'action ou des actions de sensibilisation également. Mais j'ai des exemples où on manque de soutien ou de leadership sur la partie achat-conception qui est un peu moins bien bornée que les parties techniques de la norme. Donc le deuxième pilier, c'est le chapitre 7, c'est le support. Donc sans rentrer trop dans le détail, il y a le 7.1, c'est les ressources. Donc, donner les moyens de réaliser les opérations de conception et donc de sortir du standard. C'est là où il y a moyen, ça veut dire à la fois finance, mais temps et compétences. Compétences, justement, on arrive juste après. Donc, les personnes qui réalisent les opérations d'achat et de conception, il faut s'assurer qu'elles puissent avoir les compétences nécessaires pour évaluer les différentes options. La sensibilisation, donc informer, et ça c'est surtout en dehors de l'équipe énergie qui, elle, forcément sera bien sensibilisée sur ces questions-là, et les projets qu'elle porte, qui sont portés par l'équipe énergie sont en général bien étudiés d'un point de vue énergétique. Seulement, il y en a d'autres qui sont en dehors de l'équipe énergie, et donc cette sensibilisation est importante. Communiquer, donc communiquer, ça veut bien dire dans les deux sens. Donc ça veut dire vers les fournisseurs, mais aussi être capable de gérer un flux dans l'autre sens pour la remontée de bonnes idées, qui peuvent venir des fournisseurs, mais qui peuvent venir aussi d'opérateurs sur le terrain, d'autres entreprises du groupe, de plein d'endroits. Donc ces flux-là, il faut être capable de les récupérer. Donc chaque organisation est différente, mais ce que j'observe, c'est que ces chapitres 5 et 7 deviennent de plus en plus importants au fur et à mesure que la taille de l'entreprise est importante. Dans des PME, la direction est souvent dans l'équipe énergie. Et dans l'équipe énergie, on a la totalité des gens qui vont mener des opérations de conception ou d'achat. Donc, on a moins ce problème de deux piliers en plus à mettre en place. Au fur et à mesure que l'entreprise grossit, on peut avoir des achats qui sont externalisés, on peut avoir différents services qui procèdent à des achats à différents niveaux. Et là, le chapitre 5 et 7 prennent toute leur importance pour que l'ensemble des personnes qui achètent ou conçoivent soient, soient sensibilisées et le fassent au mieux. Donc voilà, on va maintenant parler de retour d'expérience pour la mise en place de ces points de la norme. Donc c'est que des exemples réels que j'ai repris, que j'ai modifiés pour les rendre anonymes, et que j'ai un peu aussi romancé, on va dire, pour que ça soit adapté au format du webinaire et que vous puissiez avoir l'idée principale de ce qui se passe et des enjeux dans ces points-là. Donc, on va commencer par un cahier des charges que j'ai récupéré dans une entreprise qui est 50 001 depuis longtemps, qui a plusieurs sites. Ce cahier des charges, je le trouve bien parce qu'il permet de repasser en revue les points clés que j'ai cités tout à l'heure et de vous montrer concrètement comment ça peut être mis en place. Donc ce modèle-là est un cahier des charges pour l'achat de groupe froid. Vu que c'est un groupe qui a plusieurs sites, il capitalise sur les bonnes pratiques d'achat, sur les technologies qu'ils achètent le plus sur leur site. Donc les groupes froids en font partie. Pour le contexte, sur ce site, on a une équipe énergie qui est très moteur et qui est aussi très curieuse des meilleures technologies disponibles. Donc, ils sont impliqués dans leur fédération professionnelle et ils visitent beaucoup de sites. Et comme c'est un groupe et qu'ils ont plusieurs sites, ils n'hésitent pas à tester sur un site des technologies nouvelles ou parfois très nouvelles qui n'ont pas vraiment été industrialisées. Et ensuite, ils réalisent des mesures, ils s'assurent que les économies d'énergie sont au rendez-vous. Et si c'est le cas, ça va devenir un nouveau standard pour déploiement sur les autres sites du groupe. Donc, c'est ce qui se passe avec ce cahier des charges sur les groupes froids. Il y a des choses qui sont obligatoires puisque ils savent que ça fonctionne et donc ils les intègrent dans le cahier des charges. Et il y a également des choses qu'ils ont pu tester sur certains sites et où ils savent également que ça fonctionne, mais qu'ils mettent en option puisque ça peut valoir le coup dans certains cas, mais pas forcément dans d'autres. Donc voilà pour cette introduction. On va
parcourir le cahier des charges. Donc, j'ai enlevé toutes les parties qui étaient pas liées à l'énergie. Et on va essayer de faire le lien entre ce cahier des charges et les différents points qu'on vient de voir. Tout d'abord, sur la première page, on a ça. Donc là, on retrouve le cadenas dont je parlais tout à l'heure. Donc, pour que le cahier des charges soit envoyé au fournisseur, il faut qu'il y ait les différentes signatures qui sont là. Donc, ça permet de s'assurer que quand on envoie le cahier des charges, les clauses qui sont dedans ont été d'abord discutées, benchmarkées, et on a appelé les fournisseurs avant pour savoir ce qu'ils pouvaient nous proposer. On a appelé les différentes personnes qui sont là pour savoir s'il y a des idées sur d'autres sites ou d'autres projets qui peuvent être reprises. Donc là, on retrouve les cadenas sur la première page. Ensuite, on a la fameuse clause générique dont je parlais tout à l'heure, que je retrouve dans la quasi-totalité des entreprises qui sont certifiées ISO 50001. Donc, on va pas la lire en détail, mais globalement, ce que ça veut dire, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous sommes certifiés QSEE. Nous demandons donc à nos fournisseurs des solutions permettant d'améliorer la performance énergétique et environnementale. Donc, cette clause, elle est évidemment nécessaire, mais elle est loin d'être suffisante, puisque j'ai l'impression que si on se contente de cette clause, on a assez peu de retours ou de propositions ambitieuses de la part des fournisseurs. Donc, ce cahier des charges, évidemment, cite cette clause, mais ne se limite pas là, puisqu'il y a des clauses qui sont spécifiques à l'énergie et à l'environnement et qui sont obligatoires. Donc, c'est là où je disais que si on ne le fait pas maintenant, on rate une opportunité pour 15 ans. Donc, dans le cahier des charges, il y a un minimum obligatoire, comme la HP et la BP flottante automatique. Donc, c'est le point qui est très important. Ici, on informe, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, informer ne suffit pas. Il faut aussi imposer un minimum de technologie, donc ce qu'on va retrouver dans cette clause obligatoire, et demander des options pour d'autres technologies qui sont peut-être plus chères, mais plus performantes. C'est ce qu'on va voir dans la page suivante. Donc, là, je reprends le point sur les options. Et aussi penser à la maintenance et à l'exploitation, aux interactions avec les autres procédés. Ça, c'est important et c'est aussi le moment de le faire dans le cahier des charges. Donc, c'est le moment de penser aussi au pilotage, à la raccordement à la GTC, au comptage énergétique. Donc là, on va retrouver différentes clauses dans ce cahier des charges qui reprennent ces points-là. Donc, par exemple, en option, on demande de chiffrer un système de free cooling. On a d'autres options où on demande d'avoir la possibilité d'avoir un programmateur d'arrêt de mise en route automatique. Donc ça, c'est l'exploitation. On pense ici à l'exploitation. On demande que les groupes soient équipés de variation de vitesse, que les ventilateurs soient équipés de moteurs Brochelet. Et donc encore d'autres options, la mise en place d'un compteur d'énergie, la possibilité d'avoir une connexion Wi-Fi, une télérelève de ce compteur, un compteur de la production de frigories, donc là pour compter l'énergie électrique consommée, mais compter aussi l'énergie thermique produite, et variateur de vitesse sur les pompes secondaires, enfin, couverture phonique, là on est plus sur le côté environnement, de même que pour les huiles, isolation thermique, etc. Donc là, vous voyez, on a imposé certaines clauses obligatoires et on demande aux fournisseurs de chiffrer tout un tas d'options pour nous laisser la possibilité de savoir si on va mettre un petit peu plus d'argent dans ce projet ou pas. J'ai repris un autre document que j'aime bien, c'est une trame de revue énergétique, pas de revue énergétique, de réunion énergie. Donc là, dans ce cas-là, c'était une réunion mensuelle où en fait on passe en revue les indicateurs, les plans d'action, etc. Mais je vous l'ai mise parce que il y a ce verrou-là que je trouve intéressante sur la partie qui nous intéresse aujourd'hui. C'est que en fait c'est écrit et cette trame est suivie à chaque fois. Est-ce qu'il y a des analyses d'impact énergétique à faire? Est-ce qu'il y a des contrôles de consommation à faire? Donc, c'est-à-dire qu'on a fait un achat avec une nouvelle technologie et on a envie de savoir s'il est efficace. Donc, de se poser cette question-là systématiquement tous les mois, ça prend très peu de temps.
mais ça permet de déclencher un débat en disant, bah là, il y a peut-être une personne qui va dire, ah oui, au fait, j'ai vu que telle personne a un projet d'achat, ça serait bien de prendre contact avec elle pour faire cette analyse énergétique. Ou alors, ben, j'ai installé du nouveau matériel il y a un mois. C'est vrai qu'on n'a pas vérifié si c'était efficace ou pas. Et donc là, en vérifiant, on peut savoir si ça va devenir notre nouveau standard ou si finalement, bah, c'est pas si efficace que ça. Et dans ce cas-là, on l'abandonne. Donc, ce moment de réunion énergie est vraiment le bon moment pour se poser toutes ces questions. Donc là, maintenant, on va terminer par des exemples. Donc, c'est des exemples d'entreprises que j'ai pu accompagner. Je vous les partage de manière anonyme et j'ai un petit peu modifié le contexte pour qu'on puisse pas reconnaître les entreprises et que ça puisse être centré sur ce qui a bien fonctionné ou pas bien fonctionné. Donc, on va commencer par des exemples d'occasions manquées. Donc là, on est dans un centre de recherche. C'est une activité tertiaire avec 2000 personnes sur site, donc plein de bâtiments, plus de 100 000 mètres carrés de bâtiments. Leurs US, c'est des process qui sont spécifiques à leur activité de recherche, donc qui peuvent être énergivores, mais c'est après toutes les US classiques du tertiaire, donc chauffage clim, éclairage, etc. Restauration. Donc eux, ils ont un contrat de performance énergétique sur leur US principal qui est le chauffage et la climatisation. Ils ont une GTC qui est très performante sur les bâtiments les plus récents de leur parc et qui n'existe pas dans les bâtiments les plus anciens. Leur projet d'achat, c'était le remplacement de ventiloconvecteurs dans deux bâtiments. C'était deux des plus vieux bâtiments du site. Donc, il y avait des appareils qui étaient très vieux, qui avaient plus de 20 ans, qui faisaient du bruit, qui n'étaient pas efficaces, qui n'étaient pas pilotables de manière centralisée. Donc, en fait, chaque ventiloconvecteur avait un bouton et c'était laissé au libre choix de l'utilisateur du bureau. Donc, le budget est de 70 000 € pour ça. Ils ont fait la rédaction d'un cahier des charges qui spécifie bien un certain nombre d'exigences sur les ventiloconvecteurs, qui doivent être performants, que ça doit être pilotable à distance, ainsi de suite. Et ils sont passés avec le Facility Manager du site pour la réalisation de ces travaux. Donc, le Facility Manager, c'est celui qui fait la maintenance des chaudières et de tout ce qui touche au chauffage clim et qui a le fameux contrat de performance énergétique sur ce volet-là. Donc, c'est lui qui exploite, maintient et garantit en quelque sorte des gains énergétiques. Donc, c'était très pratique de faire comme ça. Seulement, pourquoi c'est manqué? Les ventiloconvecteurs qui ont été installés sont bien pilotables, c'est conforme au cahier des charges, mais ils utilisent une technologie qui n'est pas compatible avec la GTC existante et une technologie sur laquelle les agents du site ne sont pas formés. Donc, ça veut dire que ce qui a été installé n'est pas exploitable par le site lui-même, il l'est seulement par le Facility Manager qui l'a installé. Ensuite, les mesures montrent que la performance énergétique n'est pas au rendez-vous, donc on n'a pas atteint les objectifs qu'on s'était fixés là-dessus. Le prestataire dit que c'est parce que les consignes de température dans le cahier des charges étaient trop basses et que dans la réalité, les gens se plaignant, on a augmenté les consignes de température. Sauf que ben, du coup, comme ces équipements ne peuvent pas être raccordés à la GTC, on n'est pas vraiment sûr de comment ils sont pilotés. Les personnes sur site ne peuvent pas modifier ces réglages-là. Donc en fait, on est obligé de croire le prestataire sur parole, on n'a pas d'éléments de comparaison. Et un deuxième problème, c'est que ces équipements vont rester une vingtaine d'années. Le contrat de performance énergétique va se terminer. Et en fin de contrat, ben, le site va récupérer l'exploitation de ce matériel, mais ne sera toujours pas formé et devra faire cohabiter deux systèmes de gestion là-dessus. Donc là, l'échec, ça a été un manque de prise en compte d'interaction entre ce projet et ce qui existe sur le site. Un autre exemple, donc on est toujours dans du tertiaire, on a un gros site avec plusieurs usages tertiaires et un gros usage de data center. Donc là, les UES sont tout ce qui est serveur informatique, refroidissement de ces serveurs, chauffage clean. Donc c'est un site qui est certifié ISO 50001 depuis longtemps, qui a une très bonne maîtrise de ses usages avec une bonne revue énergétique, une équipe énergique très impliquée, un bon plan de comptage.
Sur la partie achat, ils ont fait le choix de choisir chaque année dans la liste des projets d'investissement, ils en choisissent 10 qui vont faire l'objet d'une analyse énergétique. Leur problématique, c'est que compte tenu d'activités métiers très spécialisées, l'entreprise a différents services qui sont chacun spécialisés dans des technologies, on va dire, de pointe. Et chaque service s'occupe des achats pour le matériel dont il a besoin vis-à-vis de son équipe. Donc la direction est très impliquée avec une vision et un discours qui sont forts. Là, le projet d'achat, c'était l'ajout de services de serveurs informatiques liés au développement d'une nouvelle activité métier. Donc c'est un des projets qui a été retenu pour l'année. Donc là aussi, il y a une rédaction du cahier des charges qui spécifie bien que la prise en compte de critères énergie sont à prévoir. Et ça a été le cas puisque un certain nombre de labels, de pourcentage de rendement minimum sur les alimentations ont été demandés et le projet a été réalisé conformément au cahier des charges. Pourquoi je trouve que c'est quand même manqué, c'est que du coup, on a la direction qui a une volonté forte de s'impliquer dans des nouvelles technologies et des réductions de consommation. Et là, on a une organisation en service qui est très spécialisée et qui, du coup, ne permet pas à l'équipe énergie, par exemple, d'être suffisamment compétente pour challenger ces différents services. Ça veut dire que si le service se contente de faire le minimum, comme fixer des labels, des critères de rendement, on va manquer de compétences pour s'assurer que c'est bien. Donc, enfin, que c'est ce qu'il y avait de plus poussé à faire. Donc là, il faut vraiment s'appuyer sur les fournisseurs. Mais pour s'appuyer sur les fournisseurs, il faut que chaque service puisse être encadré et comprenne l'implication de la direction et la volonté de la direction sur ces thématiques-là. Donc là, pourquoi c'est manqué, c'est qu'il y avait plein d'autres choses qui pouvaient être faites, comme la virtualisation de serveurs, plutôt que d'en acheter des nouveaux pour ce besoin-là. Est-ce que finalement, en virtualisant des existants, on ne pouvait pas s'en sortir? Mettre en place des allées froides, mettre en place des extinctions automatiques de serveurs de test le soir, ou ce que j'ai pu voir là récemment, c'est des clusters de serveurs avec des serveurs de backup qui sont arrêtés mais prêts à démarrer, et des systèmes de basculement automatique. Donc en fait, on perd quelques secondes au redémarrage, mais vraiment un temps très limité, et ça nous évite d'avoir des serveurs de backup qui tournent en permanence, prêts à prendre le relais. Donc là, on les démarre que s'il y a vraiment une panne et besoin de basculer. Donc ça, c'est principalement dû à un blocage de la diffusion de la vision de la direction entre ce qui est exprimé par la direction et ce qui se fait sur le terrain en dehors de l'équipe énergie. L'équipe énergie, comme je l'ai dit, est très impliquée et très performante, mais ce message a du mal à se diffuser dans les différents services. Maintenant, on va Adrien, terminer. Oh, oui. ouais. Juste, il reste 7 minutes avant 10 heures. Donc, Oui, si on veut pouvoir prendre quelques questions, si vous pouvez juste accélérer un tout petit peu. il me reste deux Merci. exemples et Ouais, on va parfait. accélérer. Parfait, merci. Donc, on va terminer ce webinaire par quand même des succès, des bons côtés. Donc, on reste dans la même entreprise que précédemment. Cette fois, le projet, c'est le remplacement d'un système de production de froid pour le refroidissement de ces mêmes serveurs. Donc là, on est dans le giron de l'équipe énergie, dans ce sur quoi elle a la maîtrise. Et là, ça a été très bien fait. Il y a eu beaucoup d'échanges avec les fournisseurs, mise en place d'une solution qui a été très performante, qui combine du free cooling, de la récupération de chaleur, un bon pilotage pour basculer de l'un à l'autre selon les conditions. Donc là, pourquoi c'est un succès? C'est qu'il y a eu une bonne analyse en amont, beaucoup d'échanges avec les fournisseurs, qui sont, comme je disais, c'est une entreprise qui est certifiée depuis longtemps. Maintenant, il y a cette relation de confiance avec les fournisseurs et ils savent qu'ils peuvent passer du temps à réfléchir à la meilleure solution possible. Ça ne sera pas du temps de perdu pour eux, puisque si c'est une bonne solution, l'entreprise mettra les moyens pour la mettre en place. Donc ça permet de sortir du clé en main et d'avoir des choses sur mesure plus performantes. Et puisqu'on parle de performance, là c'était le cas. Voilà l'idée de performance de ce projet. Donc c'était de la récupération de chaleur sur des groupes froids pour remplacer du gaz en chauffage. Donc en rouge, c'était la référence avant les travaux et en vert, c'est ce qui s'est passé après.
Donc, l'économie est énorme sur ce point-là. Et le dernier exemple, c'est une activité industrielle qui est très énergivore. Donc, seulement 70 personnes sur site, mais 1,5 million de factures énergie. Donc là, il y a de la déshydratation, du séchage, du broyage, du mélangeage. Donc, c'est un site qui est récemment certifié ISO 50001, qui est porté par une équipe qui est jeune, enfin, jeune pas à la fois en âge, mais surtout en temps de présence dans cette entreprise. C'est une équipe qui est arrivée pour cette certification, mais du coup qui connaît peu les process métiers et qui connaît pas encore toutes les contraintes et enjeux des process. Il y a une cogénération sur place avec un excédent de chaleur valorisé. Donc là, le projet, c'était surtout un projet industriel, donc d'augmentation de la cadence. Et pour ça, il fallait agrandir le déshydrateur. Donc là, le cahier des charges était très technique et surtout orienté montée en cadence. Donc il y avait plein de clauses sur que doit faire le nouveau déshydrateur pour permettre d'atteindre les objectifs de production. C'est l'exploitant de la cogénération qui fait aussi la maintenance et une partie des travaux sur place, qui a tout de suite vu un intérêt pour ce projet parce il pouvait valoriser plus de chaleur de sa cogénération. Donc cet exploitant a proposé un projet permettant d'atteindre les objectifs industriels et lui de valoriser plus de chaleur. Donc pourquoi ça a failli être manqué, c'est que ce projet a failli partir comme ça. Il y avait des délais très courts, donc une grosse pression pour finaliser les cahiers des charges et le projet très vite. Les enjeux de production sont énormes, donc le projet initial était tourner production à fond, plus valorisation d'un peu plus de chaleur de la cogénération. Mais c'était que des blocs clés en main à assembler pour atteindre cet objectif-là. Il n'y avait absolument pas en gros, c'était que de l'installation de nouveaux équipements dédiés à ce process-là. Il n'y avait pas de mutualisation avec le reste du site. Donc ça a failli partir comme ça, mais un peu au dernier moment, l'entreprise a fait appel à un bureau d'études, donc à nous en l'occurrence, pour qu'on questionne ce projet. Et en fait, on a beaucoup travaillé avec le fournisseur pour remodeler le projet complètement et s'assurer qu'on ne fait pas un projet clé en main d'un bloc qu'on pose là, mais qu'on connecte bien ce projet-là à l'ensemble des autres énergies du site. Donc le montant du projet a augmenté, les certificats d'économie d'énergie aussi, mais ça restait quand même plus cher. Seulement les économies d'énergie ont énormément augmenté, ce qui a permis de réduire le temps de retour sur investissement global du projet. C'était un projet industriel à la base, mais là, avec les économies d'énergie dedans, on a pu améliorer la rentabilité du projet global. Donc voilà, j'ai terminé. Je vous remercie à tous de votre attention et je pense qu'on va peut-être dépasser de 5 minutes si besoin pour les échanges. Alors, donc n'hésitez pas à poser une ou deux questions, si on devra avoir le temps d'en prendre au moins une peut-être. Et merci Adrien pour cette présentation très complète sur ce sujet. C'était vraiment très intéressant et très complet, très instructif. Est-ce que l'on peut challenger un fournisseur pour qu'il s'engage sur un niveau de performance énergétique, par exemple en kilowattheure par pièce produite sur un équipement? Alors oui, on peut tout à fait faire ça. Enfin, c'est même conseillé de le faire. Donc je vais dire c'est un succès de le faire, mais ça peut aussi être une occasion manquée de faire ça, puisque il faut pas qu'on se repose sur le fournisseur pour l'atteinte de nos objectifs de performance énergétique. Je m'explique, si on est à 100 kWh par pièce produite actuellement, le fournisseur peut peut-être nous proposer 90 kWh par pièce produite. On va se dire qu'on fait 10% d'économie et que c'est une bonne chose. Mais ça, c'est se reposer sur le fournisseur et rien ne nous dit qu'on peut pas en fait arriver à 50 kWh par pièce produite. Donc, il faut pas avoir une attitude passive vis-à-vis de ces challenges-là. Il faut savoir ce qui se fait comme meilleure technologie disponible, échanger avec le fournisseur en lui disant, ben, au pire, on fait moi une proposition à 90 et une autre à 50, voir ce que ça implique en termes de coût d'investissement.
Mais voilà, donc challenger le fournisseur, c'est bien, mais challenger la réponse et l'engagement du fournisseur, c'est bien aussi. Et pour ça, il faut forcément avoir une culture générale sur ce qu'on est en train d'acheter ou de concevoir, ou alors de faire des benchmarks avec d'autres sites ou d'autres entreprises de notre fédération pour savoir ce qui peut se faire de mieux. Ok. Donc on répondra à toutes les autres questions par mail suite à cette présentation parce que là on est un peu pris par le temps. Avant de se quitter, hop, je vais juste reprendre la main rapidement pour vous partager un événement qu'on va organiser donc le jeudi 18 novembre. Donc c'est l'Energy Meeting Grand Est. Donc cette année la thématique c'est les nouvelles technologies au service de la neutralité carbone et c'est un événement qui sera organisé 100% en webinaire. Donc notez bien la date dans vos agendas pour la réserver et vous aurez plus de communication rapidement. Voilà. Écoutez, je vous remercie à tous. Et oui, il y a aussi donc pardon, le salon BI 4.0 à Mulhouse le 30 novembre et 1er décembre qui va avoir lieu et vous aurez un atelier thématique réservé pour vous, membres des clubs ISO 50001. Donc voilà les choses qu'on avait à vous dire. Donc vous aurez tous les documents de cette présentation de ce matin par la suite. Donc tout vous sera transmis. Je vous remercie pour votre attention et votre participation. Je remercie encore une fois Adrien pour sa présentation qui était vraiment très complète. Et je vous dis à bientôt en présentiel pour des réunions de club et d'autres événements organisés par la CCI. Au revoir et bonne journée à tous.